Il est 21h35, dimanche soir. Notre interphone sonne, nous n'attendons personne et l'OM perd 1-0. Je ne suis pas dans les meilleures conditions pour répondre. Lis la suite Amazon, ça va t'intéresser. Au bout du fil, notre voisine du premier, désolée de nous déranger à cette heure tardive un dimanche soir. Elle voulait voir si on était bien là. Descendez, je viens de recevoir un colis à votre nom. Ok, on arrive, mais pourquoi ils ont sonné chez vous ? Et à cette heure-ci, un dimanche soir, c'est bizarre. En fait, notre gentille voisine n'a pas, à proprement parler, réceptionné le colis. Il a volé à travers sa fenêtre qui donne sur la rue. Elle habite au premier étage. Première info, il y a des gens de chez Amazon qui continuent de livrer à 21h30 un dimanche soir. Deuxième info, à cette heure-ci, le service consiste à jeter un paquet à travers les fenêtres en ignorant si celui-ci arrivera bien à destination. Un candidat au poste de livreur chez Amazon aura donc tout intérêt à faire figurer basketball dans le cadre loisir de son CV. Notre voisine a eu une peur bleue, elle a sursauté au bruit d'un paquet venu de nulle part qui s'écrase sur son parquet. Il y aurait pu avoir plein de choses derrière la fenêtre que le Tony Parker d'Amazon a cru bon de viser. Un landau par exemple, sans compter le risque de faire voler une vitre en éclats au passage. C'est tellement irresponsable, irrespectueux et intolérable que ma voisine pense à aller voir la police, une démarche que nous soutiendrons le cas échéant. Marseille vient d'égaliser et nous avons finalement reçu le colis. Fin du thread. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez La Crème, le podcast des étudiants du Master Journalisme et Médias Numériques de Metz. Je suis Claire-Marie et pour m'accompagner dans ce 5e numéro, on accueille Laura. Salut. Noujoud. Coucou. Barbara. Salut. Et Lorraine. Donc le thread que vous venez d'entendre, on l'a trouvé un peu par hasard sur Twitter et il a été écrit par un journaliste. C'est ça, Barbara ? Oui, c'est ça, par Romain Herreros, qui est journaliste politique au Huffington Post, et il n'est pas très adepte des threads Twitter, c'est vrai qu'il y en a très peu sur son compte, mais celui qui parle d'Amazon, comme tu l'as présenté, a vraiment retenu notre attention. Oui, on a été assez choqués en fait en le lisant. On va faire rapidement un tour des réactions. Laura, je crois que c'est toi qui l'as découvert en premier. Oui, c'est ça. J'étais sur mon feed Twitter en fait un soir et puis je suis tombée là-dessus et j'étais assez étonnée de voir que d'une part les livreurs livraient le dimanche et en plus le dimanche soir et qu'ils lançaient un peu n'importe comment les colis puisque moi ça m'est jamais arrivé. Ok. Bah, justement, pourquoi est-ce qu'on a retenu ce thread ? Donc, en plus de trouver l'histoire hallucinante, même si elle se termine bien dans ce cas-ci, c'était l'occasion pour nous de revenir sur le sujet des livraisons. Donc, tu nous disais que ça t'était jamais arrivé, mais je pense qu'on a tous plus ou moins eu des fois des livraisons un peu douteuses qui se sont pas toujours bien déroulées et qu'on peut raconter facilement à nos collègues au moins une anecdote. Donc voilà, c'était l'occasion de revenir dessus. Dans cet épisode, on va d'abord parler de l'impact d'Amazon sur la pollution et aussi l'action de certains de ses employés. Donc Laura, tu vas nous parler de ça juste après. Noujoud reviendra sur les problématiques que rencontrent certains livreurs dans leur travail, en particulier les conditions qu'Amazon leur fait subir et autres géants de la livraison, Deliveroo, etc. Et avec Lorraine, on ira aussi en Moselle voir d'autres employés d'Amazon qui se sont, on va dire, rebellés contre l'installation d'un entrepôt Amazon dans le coin. Et d'abord, on va écouter donc Romain, l'auteur du thread, qui a accepté de répondre aux questions de Barbara. Pourquoi avoir décidé d'en parler sur Twitter ? Je considère que c'est pas ma position de journaliste me donne pas un passe-droit pour avoir le droit de plus gueuler que les autres. Et donc voilà, le thread c'était ensuite pour rendre un petit peu public cette histoire qui est à moitié rigolote, à moitié navrante, et le raconter sur un mode assez drôle. Voilà, ça avait un petit intérêt pour ceux qui me suivent de rappeler que ou d'envoyer un signal en disant un dimanche soir à 9h30 passé, il peut se passer ça, alors que normalement un dimanche soir à 21h30 passé, on n'est pas censé être dérangé par quoi que ce soit et encore moins par ce genre de comportement, quoi. Amazon a répondu directement à vos tweets. Est-ce que vous vous y attendiez et est-ce que vos pratiques via ce site vont changer ?
C'était pas pour réclamer quoi que ce soit à Amazon, pour réclamer quelque chose à Amazon, on allait voir Classique et c'est d'abord celle-ci que j'ai utilisée. J'avais déjà signalé ça en message privé et puis voilà, il y a eu directement via leur service client des excuses et ils ont fait remonter un signalement. Je crois qu'ils nous ont proposé une promotion, un truc, je sais même pas si on l'a prise, je me souviens plus. Le plus drôle avec cette histoire, c'est que c'était pas une commande que moi et mon épouse on avait faite. C'était en fait on n'était pas au courant, mais c'était une surprise qu'une amie nous avait envoyée via Amazon. Donc la surprise était d'autant plus grande que nous attendions pas de colis, quoi. Et donc on est déjà pas forcément client d'Amazon, mais là du coup on sera encore moins sans doute. Et pour finir, rassurez-nous, est-ce que votre voisine va bien ? On a eu des nouvelles de la voisine. Elle va bien. C'est souvent l'occasion de parler ensemble en se reparlant de cette histoire. Alors déjà, merci à Romain pour avoir répondu à nos questions. Barbara, est-ce que Romain, depuis, a obtenu une réponse d'Amazon ? Eh bien, Amazon aura au moins réussi à créer une histoire commune entre voisins, ça c'est sûr. Cette anecdote, elle reste hallucinante et pourtant, comme le disait Romain Herreros, c'est pas exceptionnel. Donc, il se trouve que le community manager d'Amazon News FR, le compte qu'il a tagué, il a répondu au thread. Donc, je cite « Bonjour Romain, je suis sincèrement désolé pour la gêne occasionnée par ce comportement. Ça ne reflète en rien la qualité des services que nous voulons proposer à nos clients. Afin que je puisse remonter la situation, je vous prie de remplir le formulaire suivant. Merci d'avance. » Et donc ce formulaire, t'es allé voir ce qu'il propose dedans ? Alors un petit peu, et j'en ai discuté avec lui. Donc quand on se rend sur le lien du formulaire, on est dirigé vers le site d'Amazon qui nous propose de l'utiliser si on a publié un message via Twitter. Il est écrit qu'on sera recontacté sous 12 heures. Sinon, il faut les recontacter. Le site demande le numéro de téléphone auquel on souhaite être appelé, notre nom d'utilisateur Twitter et l'adresse URL du message Twitter. Mais avant ça, Romain, comme il l'avait précisé, il a signalé sur le site et il a utilisé les autres moyens qui sont plus classiques pour manifester son mécontentement de ce colis livré un petit peu durement. Merci Barbara. Donc il y a un point souvent abordé lorsqu'on parle des dérives d'Amazon, comme je vous le disais, c'est l'impact environnemental. Il y a des personnes qui s'engagent désormais pour essayer de minimiser cet impact justement. Laura, est-ce que tu as trouvé des infos intéressantes ? Oui, alors 2040, c'est la date à laquelle Amazon compte atteindre la neutralité carbone pour ses livraisons. C'est-à-dire que l'entreprise n'émettra pas de gaz à effet de serre pour livrer ses colis en utilisant des véhicules électriques. En attendant, pour ses précieux clients Prime, Amazon fait tout. Prix défiant toute concurrence, livraison en un jour ouvré et va même jusqu'à la destruction de ses invendus pour pouvoir proposer toujours plus de références. Et c'est pas sans impact sur l'environnement, j'imagine. En effet, Claire-Marie, parce que même si le géant du e-commerce n'est pas transparent sur ses émissions de gaz à effet de serre, on peut imaginer qu'elles sont massives. Plusieurs ONG ont croisé des données et estimations publiques afin d'obtenir un ordre de grandeur pour l'activité d'Amazon au niveau du stockage des données. Donc selon leurs calculs, elle a généré 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2018, soit l'équivalent des émissions du Portugal. Autre chiffre, cette fois lors du Black Friday en 2018, 1 million de colis ont été livrés à Paris. Mais du coup, du côté des employés, comment ils sont perçus ces chiffres ? Alors certains souhaitent pousser Amazon à limiter son impact sur l'environnement. Un groupe s'est formé, Amazon Employee for Climate Justice. Donc en mai dernier, 7700 employés ont signé une lettre ouverte rédigée par le groupe. Son objectif, demander au PDG Jeff Bezos d'adopter un plan d'envergure en faveur de l'environnement. Donc parmi les mesures, on peut compter une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, s'affranchir des combustibles fossiles et prioriser l'environnement dans la prise de décision. Il est temps que Jeff Bezos et le conseil d'administration d'Amazon nous écoutent, ont-ils écrit dans un communiqué précisant que le plan d'action devrait être à la hauteur de l'échelle et de l'urgence de la crise climatique. Et justement, quelles ont été les suites de cette lettre ?
Eh bien, il n'y en a pas eu. Les actionnaires ont rejeté ces propositions lors du conseil d'administration d'Amazon. Amazon for Climate a annoncé que le groupe comptait présenter une nouvelle résolution aux actionnaires tous les ans, jusqu'à ce qu'ils prennent de réelles mesures contre le réchauffement climatique. Devenir plus vert sera probablement un véritable défi pour Amazon, seulement si l'entreprise compte réellement mettre des choses en place. On attend de voir donc. Merci Laura. Lorraine, en parlant d'action environnementale, toi tu as trouvé localement un groupe de militants qui protestent contre l'ouverture d'un entrepôt Amazon, c'est bien ça ? Effectivement Claire-Marie. En faisant quelques petites recherches, j'ai trouvé une page Facebook intitulée « Les riverains du plateau de Frécastie, non à Amazon ». Le plateau de Frécastie se situe en périphérie de la ville de Metz. J'ai donc pris contact avec Xaviera Frisch, présidente de l'association des riverains du plateau de Frécastie. Cette association, qui compte une trentaine de personnes, a été créée en février dernier, après une réunion avec le maire d'Osny, qui avait informé les riverains du projet d'implantation d'Amazon. Les riverains avaient alors choisi, je cite, de ne pas se laisser faire. Xaviera Frisch revient sur le problème que pose l'implantation d'Amazon. Ce qui nous gênait dans l'implantation, c'est quand on a appris que c'était Amazon. Amazon, moi, en m'informant un petit peu, en me documentant, je me suis rendu compte qu'Amazon polluait, proposait des emplois précaires. On s'était dit que finalement, une entreprise comme ça à côté de chez nous, pourquoi ne pas plutôt aider des entreprises mosellanes ou lorraines qui ont plus besoin de soutien, d'accompagnement et de financement qu'une entreprise comme Amazon. La présidente de l'association s'inquiète également de tout l'aspect environnemental que génère l'implantation d'un entrepôt d'Amazon. Nous avons demandé au maire une réunion publique d'information. Il s'était engagé à en faire donc, suite à celle de l'année dernière. Donc on lui a fait des courriers depuis début septembre pour avoir justement des informations sur le compromis de vente signé, etc. Et à ce jour, on n'a toujours pas de date. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'attention, il y a un entrepôt énorme qui va s'implanter à côté de chez nous, à 150 mètres des premières maisons, de la crèche, de l'école, de notre parc de jeux. Moi, c'est pas cette image que j'ai envie de transmettre à mes enfants et au monde en général. On est aujourd'hui dans une crise climatique et on vient nous implanter encore des entreprises qui vont polluer au niveau de l'environnement et aussi la pollution au niveau sonore, enfin voilà. Au cours de l'entretien avec Xaviera Frisch, nous avons également soulevé l'aspect de l'emploi. En effet, l'implantation d'Amazon devrait générer 2000 emplois. Dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. C'est vrai que les chiffres parus dans la presse étaient entre 2000 et 3000 emplois. Sauf que M. Boll, donc président de Metz Métropole, est revenu sur ces chiffres et parle maintenant d'une centaine d'emplois. Ce qu'il faut savoir pour Amazon, c'est qu'aujourd'hui, ces entrepôts sont pleins de robots. Ils robotisent leurs emplois, ce qui est le cas par exemple à Brétigny-sur-Orge. Ils viennent d'ouvrir justement un entrepôt il y a 1 mois et il y a de plus en plus de robots et les tendances seront à justement remplacer l'humain par le robot. Donc déjà de partir de 2000 emplois à quelques centaines, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? La prochaine étape pour l'association des riverains du plateau de Frécastie sera la distribution de tracts pour informer tous les citoyens des répercussions de l'installation d'Amazon. Selon la présidente, 700 camions par jour seront mobilisés. Merci Lorraine pour cette interview. On va réagir justement aux conditions de travail des livreurs et en particulier chez Amazon et d'autres plateformes de livraison. Tu as travaillé dessus, Noujoud ? Oui, alors moi je vais pas beaucoup parler de Amazon parce que j'ai trouvé d'autres cas de conditions de travail dans d'autres géants comme Amazon, mais je pense que ça doit être assez semblable. Et donc c'est plutôt pour les conditions de travail de ces livreurs qui en fait composent notre quotidien. On est toutes et tous des consommateurs de Amazon, Uber Eats, Deliveroo, Frishti, Stuart et bien d'autres, parce que j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Ces entreprises qui embauchent constamment des coursiers ou des livreurs indispensables à la bonne réception de nos achats. Un métier né de l'ubérisation et de l'explosion du e-commerce. Aujourd'hui, plus personne ne se déplace pour aller chercher ses courses ou pour se commander à manger. Et ce sont des livreurs à vélo, en scooter et parfois même en voiture qui parcourent la ville pour nous apporter notre repas chaud ou nos nouvelles chaussures à temps. Et parfois, on ne se rend pas vraiment compte du travail qu'ils fournissent et des conditions dans lesquelles ils nous livrent.
Évidemment, il y a des situations qui ne sont pas normales, comme celle décrite par le journaliste. Un colis ne doit pas traverser une fenêtre pour arriver chez son destinataire. Ça, je pense que je l'apprends à personne, du moins j'espère. Mais ces couacs peuvent possiblement être dus aux conditions de travail de ces hommes et de ces femmes qui parcourent des kilomètres chaque jour pour nous satisfaire. Ils sont constamment soumis à la pression, au stress, au rush et à des impératifs de rendement. Mais le problème principal, donc, serait peut-être le statut d'auto-entrepreneur, déjà ? Oui, alors en fait, j'ai fait un travail un petit peu de recherche et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'enquêtes, d'articles publiés notamment par Libération sur les conditions de travail de ces livreurs et sur leur statut, parce qu'ils ne sont pas salariés, je pense que vous le savez tous, ils sont auto-entrepreneurs, donc ils n'ont pas de patron, pas d'horaire fixe, ce qui est assez un avantage et ce qui attire par exemple les jeunes livreurs, parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre et qu'ils peuvent faire autant d'horaires qu'ils veulent. Par contre, c'est assez dangereux parce qu'il n'y a aucune protection sociale, c'est un piège. Ils travaillent sous ce statut-là, ils doivent acheter eux-mêmes leurs moyens de travail, le véhicule, tous les équipements, rien n'est pris en charge par l'entreprise, rien n'est remboursé, ils ne cotisent pas. Et donc, ils ne sont pas protégés en cas d'incident, ils ne peuvent pas bénéficier du chômage et ils n'ont pas de congés payés non plus. Donc, c'est complètement... En fait, ça peut être un avantage pour des jeunes qui veulent travailler, etc. Le problème, c'est que le revers de la médaille, c'est qu'ils n'ont aucune protection sociale et que si demain, il y a un incident dans le cadre de leur travail, ils ne sont pas protégés par l'entreprise. Totalement sans filet. Voilà, ils sont un peu laissés à l'abandon. Et en plus d'une protection sociale donc quasi inexistante, comme tu viens de le dire, les livreurs sont soumis aussi à des contraintes de rendement. Oui, en fait, je suis tombée sur un article qui racontait un peu le quotidien d'un livreur Deliveroo. Donc, Deliveroo, je pense qu'on a tous toutes utilisé cette plateforme pour se commander à manger le soir quand on a la flemme. Voilà. Et en fait, le livreur racontait que Deliveroo, c'est la seule plateforme où on choisit nos créneaux de travail. C'est-à-dire qu'on choisit un créneau qui nous correspond et puis on ne peut pas changer de créneau. On peut pas... c'est pas vraiment super flexible. Par rapport à d'autres géants de la plateforme. Par rapport à d'autres géants où c'est vraiment tu travailles quand tu veux et puis t'arrêtes quand tu veux. Là, c'est vraiment tu dois choisir un créneau à l'avance et tu dois te tenir à ce créneau. Et par exemple, si tu loupes un créneau parce que je sais pas, t'es malade ou t'as pas pu, ou il disait que justement ce monsieur disait qu'il avait loupé des créneaux. Il a été privé de travail pendant 2 semaines. Ah ouais. Donc pour quelqu'un qui fait ça à plein temps, dont c'est les bénéfices principaux, c'est problématique de ne pas travailler pendant 2 semaines. Et donc c'est vrai que du coup, ils sont soumis à des contraintes de rendement, c'est pour ça. Et si jamais ces contraintes-là, enfin ce rendement-là n'est pas atteint, c'est vrai qu'il peut y avoir des conséquences sur leur travail. Et il y a une précarité aussi pour les personnes qui vivent seulement de ce type de revenus, parce que c'est très flexible et en même temps, c'est un peu dangereux, quoi. Il y a aussi, je profite aussi du fait que je parle de la précarité, il y a aussi des dérives qui sont peu traitées par les plateformes, donc ces géants de la livraison. Par exemple, il y a aussi un détournement de ces applications par des personnes qui louent des comptes pour pouvoir embaucher des jeunes, donc des personnes mineures. Normalement, ces plateformes-là ne peuvent pas embaucher quelqu'un qui a en dessous de 18 ans, mais ça se fait dans les faits, et des personnes sans papier qui cherchent à subvenir à leurs besoins. Il y a eu pas mal de dérives là-dessus. Les plateformes considèrent que c'est la justice qui doit s'en occuper. Je sais qu'il y a une charte aussi qui a été adoptée il n'y a pas longtemps entre tous ces géants-là pour justement régler ce genre de dérives, mais c'est encore le cas. Et donc ces dérives cet été, elles ont mené à la composition d'un mouvement social. Tu peux nous en parler ? Voilà, c'est la première fois, il me semble, qu'on voit tous ces livreurs dans la rue, dans plusieurs villes de France. Donc il y a eu Paris, Toulouse, Besançon et j'en passe. C'était surtout les livreurs de Deliveroo. Il y a en fait Deliveroo, donc ce géant de la livraison, qui a décidé de supprimer le tarif minimum qui était de 4 € la course. Donc peu importe la course, il fallait que tu touches minimum 4 €. Deliveroo a décidé de supprimer ce minimum-là, et donc plein de livreurs se sont retrouvés à toucher 2 € par course, ce qui est quand même assez aberrant, parce que 2 € c'est rien. Ouais.
Et du coup, ça a mené à un gros mouvement de contestation chez Deliveroo, mais ça a touché aussi d'autres livreurs pour d'autres plateformes, parce que c'était vraiment des revendications sur les conditions de travail surtout. Donc il y a eu des manifestations, des grèves dans toute la France. Un début de syndicalisme aussi, je sais, dans chez pas mal de livreurs. Donc c'est un mouvement de contestation qui est en train de se construire et qui est en train de s'imposer pour lutter justement et pour promouvoir les conditions de travail de ces personnes qui composent quand même notre quotidien la plupart du temps. Donc ça arrive quand même très doucement par rapport à... Ça fait quand même quelques années que toutes ces plateformes sont majoritaires dans les livraisons, donc c'est assez lent. Oui, c'est assez lent et en même temps c'était assez impressionnant de voir tous ces livreurs qu'on a l'habitude de voir à vélo en train de livrer toute la ville s'arrêter et dire stop parce qu'un salaire minimum, ça devrait quand même être un salaire minimum, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros mouvement un gros mouvement social cet été, quoi. Du coup, je vous propose de me dire, pour vous, est-ce que c'était un bon thread, justement, est-ce que c'était bien de le traiter Quelle est votre réaction par rapport à ce thread après avoir eu quelques explications ? C'est un thread qui dénonce et en même temps qui aurait pu arriver à n'importe qui, en fait. Et ça nous a permis vous savez, de vraiment parler de tout ce qui entoure la vie des livreurs, quoi. Donc, tout l'aspect environnemental de ces entreprises-là et puis les conditions de travail. Donc, ça a été un thread très humain parce que c'est un journaliste qui raconte ce qui lui a c'est un vécu, ce qui lui est arrivé, et puis nous ça nous permet aussi de mettre en contexte parce qu'on a tendance à pas vraiment savoir ce qui se passe autour de ces livreurs, comment ils travaillent, comment travaillent ces entreprises en France, et donc ça permet aussi de mieux savoir comment ça fonctionne tout simplement, ce genre de thread. Barbara. Alors oui, moi pour rejoindre un peu ce que disait Noujoud et les conversations que j'ai eues avec le journaliste, du coup Romain, c'est vrai que pour lui les threads c'était plus un moyen au début quand les premiers threads sur Twitter sont apparus, lui il a été très adepte de ce genre très friand de ce genre de pratique parce que pour lui c'était vraiment raconter une histoire qui sortait du commun, qui était un peu exceptionnelle. Et là en ce moment, depuis 1 an, il m'expliquait, et c'est vrai que je rejoins cet avis aussi, que les threads, c'est vraiment plutôt maintenant pour dénoncer et il n'y a pas de contradiction ou d'argumentation possible parce que c'est des threads, on lance les tweets les uns après les autres sans qu'il y ait forcément un échange. Mais là, c'est vrai que ça a permis de remettre un peu dans le sujet, dans l'actualité, alors que ça y est tous les jours dans l'actualité, le fait d'Amazon, des livreurs, de l'environnement, etc. Mais c'est vrai que c'est désolant de devoir se dire on a besoin de faire de temps en temps des threads, de temps en temps des articles, etc. pour ensuite en reparler. Et c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de choses, de reportages ou d'articles ou d'autres choses qui traitent le sujet vraiment en profondeur, mais qui malheureusement ne sont pas vues pour tout le monde. Et en même temps, nous-mêmes, on est clients de ce genre de choses. Donc on est vraiment contradictoire avec ce qu'on pense, qu'on essaye de faire. Et c'est une question qui s'est posée avec le thread là. Justement, pour revenir un peu à ce thread, à la lecture, parce que je l'avais lu à peu près en même temps que Laura, on s'en était parlé en classe tellement c'était ahurissant, on va dire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que il essaye pas dans ce thread d'incriminer fortement le livreur, mais surtout Amazon, et je pense que par derrière il y a en plus, comme il l'explique, c'était un colis qu'il avait reçu en cadeau d'un ami. Ouais, c'est ça, c'était une surprise, un colis surprise qui, pour le coup, était vraiment une bonne surprise pour lui, quoi. Voilà. et le livreur, au final, on sait pas ce qui s'est passé, il saura jamais, et ça, on peut pas savoir. Mais justement, je trouve que c'est assez symptomatique de l'état, même si ça se trouve, il a fait exprès et que c'est pas du tout un travailleur... qui a cherché à gagner du temps, mais je trouve que ça représente bien un peu le monde dans lequel les livraisons commencent à dévier et toutes les problématiques qui en découlent, notamment les salaires et puis ce ras-le-bol collectif qu'on a vu
Laura? C'est vrai que je rejoins un peu le point de vue de Romain sur l'évolution un peu des threads sur Twitter. Parce qu'au début, les gens racontaient vraiment genre « Oh, aujourd'hui, il m'est arrivé un truc de ouf, faudrait que je vous raconte ça. » Et maintenant, c'est plus pour soit un peu, comme il l'a fait là, dénoncer quelque chose ou vraiment taguer une marque. Comme par exemple, j'ai pu faire, c'est pas un thread, il y avait 3 tweets, mais tweeter Darty parce qu'ils avaient changé le prix d'un ordinateur que j'avais acheté. Au final, je l'avais acheté. Enfin, ils mettaient des faux prix barrés, quoi. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent Twitter pour un peu mettre les marques ou les magasins sur la place publique et leur montrer qu'ils ont des mauvaises pratiques commerciale, on va dire. Est-ce que ça avait marché pour toi? Enfin, est-ce que Darty t'avait répondu? Oui, il m'avait répondu. Il m'avait fait une carte cadeau de 15 €. Lol. Alors que bon, il y avait vraiment eu un problème de gestion des stocks dans mon ordinateur. Au final, ils n'ont pas pu me le livrer, mais il était encore en stock sur leur site internet, mais plus cher, avec un faux prix barré. Bref. Mais souvent, les réponses aux threads, c'est des réponses assez automatiques. Enfin, c'est vrai qu'on voit direct, c'est la même formulation pour tous les threads. Totalement en mode merci d'avoir fait remonter cette information. Nous allons entrer en contact avec vous afin de régler le problème. C'est très diplomate. Mais mine de rien, je pense que des personnes plus âgées qui n'ont pas forcément Twitter, qui n'ont pas forcément non plus le réflexe d'aller se plaindre sur les réseaux sociaux, s'il leur était arrivé quelque chose comme ça, c'est possible qu'elles aient rien obtenu et que justement c'est un outil de contestation qui des fois marche et mine de rien apporte quand même une réponse, même si des fois c'est à 15 € c'est pas suffisant, enfin des fois c'est pas ce à quoi on s'attend, mais il y a quand même dans les threads un peu de contestation comme ça contre des marques, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise en charge qui serait pas forcément arrivée à ma mère si elle avait tenté de joindre le service client, le service après-vente. Oui, parce qu'ils ont aussi peur pour leur image, que tout le monde puisse lire un thread sur comment ils ont traité leurs clients ou comment ils ont livré en retard. Ça les met un petit peu dans la merde, donc ils sont obligés de dire désolé, on va régler le problème, tenez 15 €, ça va mieux et tout. Mais c'est sans doute ça qui rajoute aussi aux mauvaises conditions de travail des livreurs, au fait qu'il faut livrer très vite le colis, donc si la fenêtre est ouverte, on passe par la fenêtre et pas par la porte, ou des choses où on se dit on va se plaindre et forcément ça oblige l'entreprise à demander encore plus de rentabilité, de rapidité aux livreurs qui sont déjà sous pression, et je pense que c'est le cercle vicieux que même nous, sans le vouloir, on achète, et des fois on commande et on sait très bien ce que c'est. On devient aussi de plus en plus exigeant sur le service, c'est-à-dire que si il y a 3-4 ans on n'était pas livré très très rapidement, on attendait. Maintenant que c'est de plus en plus rapide, quand ça ne l'est plus, on va faire un tweet, on va être dédommagé, on va vouloir que la prochaine fois ça soit encore plus vite. Donc forcément, ça tire de tous les côtés. Et les marques veulent absolument garder leur image, continuer qu'on utilise leur service. Donc c'est qui en pâtit après? C'est forcément les livreurs, puisque c'est eux qui sont au bout de la chaîne. Et le client, du coup. Et le client. Après, le client, il aura toujours raison. Si le client n'est pas satisfait, il sera soit remboursé, soit dédommagé. Au final, je pense que c'est le livreur qui en pâtira plus que le client, parce que le client paye. Le livreur, on le paye, donc on a un peu du pouvoir sur lui. On est plus à même de tirer sur la corde de son côté. C'est ça. Je sais que par rapport au thread, pour rebondir sur ce que disait Barbara, l'emploi des jeunes dont j'ai parlé dans ma chronique, là, les jeunes qui ont moins de 18 ans, c'était souvent des personnes qui se faisaient livrer, qui l'ont signalé aux plateformes. C'est pas ces jeunes-là ou d'autres livreurs, c'est vraiment des gens qui ont été livrés, qui ont été étonnés de voir des personnes qui ont moins de 18 ans, donc souvent des lycéens, leur livrer à manger, quoi. Ils se sont dit, c'est pas normal,
Ça devrait pas du tout être le cas. Et comment ça se fait ? Souvent, c'est nous, simples consommateurs, qui alertons sur les conditions de travail de ces personnes, mais qui alertons aussi sur les dérives qu'il peut y avoir, parce que ces géants-là, mais comme disait Laura, ont besoin aussi de cette image-là. Et donc, dès que tu alertes sur les réseaux sociaux, forcément, tu fais plus de bruit et forcément, ils vont te répondre. Et après, je sais pas si vraiment leur réponse va te plaire à la fin, mais en tout cas, ils sont dans l'obligation de rendre des comptes quand on les interpelle sur les réseaux sociaux ou quand on les interpelle tout court, quand ils savent qu'ils ont tort, en fait, tout simplement. Cette histoire, ça me fait penser aussi à un autre thread sur Twitter aussi. C'était, je crois, la Fnac, je sais plus quel site, qui s'était trompé entre 2 colis. Et au final, la personne avait commandé un appareil photo hors de prix. Et elle avait reçu une lampe Hello Kitty. Et il y a eu un problème d'échange de colis aussi. C'était un trade assez drôle. Et oui, dans ce cas-là aussi, je pense que c'est pareil, c'est les livreurs, ou du moins les personnes qui ont préparé les colis, qui ont été un petit peu engueulés. Et au final, le client a forcément été remboursé, puisque tout le monde était un peu... Qui voudrait commander à la Fnac après avoir vu ça ? Bon, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Donc, c'était le 5e épisode de La Crème, préparé par les étudiants du MJMN, le Master Journalisme et Médias Numériques de Metz. On vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Restez à l'affût sur la chaîne YouTube Webulition. Ciao. Ciao. Salut.